Nous enchaînons avec le troisième interview, les blockchains et l'avenir du travail. Et je demande à Philippe Onigmam de me rejoindre. Voilà. Merci, entrez, entrez, et merci de faire silence. Alors, cher Philippe, peux-tu nous dessiner une blockchain? Parce qu'on n'y comprend rien. Il y a ceux qui vous expliquent ça d'une façon tellement compliquée, entre les mineurs, les blocs, les... Je voudrais juste un schéma juste fait comme ça, avec les mains sans diapo. C'est quoi ce truc-là? Peut-être que la meilleure façon d'en parler, c'est justement pas d'essayer de se la représenter, d'éviter toute description technique. En fait, je préfère parler de blockchain ou de Bitcoin. Rappelez ce que c'est le Bitcoin. D'ailleurs, en venant ici, j'ai pris un taxi qui m'a demandé ce que je venais faire. Et je lui ai dit que je m'occupais de blockchain, j'allais en parler. Et il m'a dit, c'est quoi? La plupart des gens ne connaissent pas encore. Je lui ai dit, vous connaissez le Bitcoin? Ah oui, c'est la monnaie électronique. Non, ce n'est pas une monnaie électronique, ou ce n'est pas qu'une monnaie électronique. La définition du Bitcoin est plutôt une monnaie électronique pair à pair, puisque la monnaie électronique, c'est celle qu'on utilise tous les jours, après tout. On a moins de 10% de la masse monétaire qui est de la monnaie en pièces et en billets. Donc tout le monde utilise de la monnaie électronique, pas simplement sur la carte bancaire, mais de manière générale, c'est de la monnaie scripturale, ce sont des écritures. Et ces écritures sont électroniques, sont dans les bases de données, dans les banques. Donc la différence essentielle du Bitcoin, c'est que cette monnaie est pair à pair. C'est-à-dire que si je décide de t'envoyer 100 € en Bitcoin, 100 Bitcoin, ou une fraction de Bitcoin aujourd'hui au cours du Bitcoin, je vais le faire directement de mon wallet électronique, de mon portefeuille électronique vers ton adresse, vers ton portefeuille électronique, sans avoir à passer par une banque. C'est ça la différence énorme. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait, ce n'est pas du tout simple, puisque la diffusion de l'information, normalement, elle est tellement facile à l'ère d'Internet qu'on peut dupliquer à l'infini de l'information. C'est bien ce qui permet de s'envoyer des films, de s'envoyer des images, de s'envoyer des photos sans fin, et de détruire au passage l'industrie des médias, l'industrie culturelle, l'industrie de la communication, en tout cas de les disrupter, de les bouleverser. Si on fait ça avec de la monnaie, si je t'envoie un petit bout de monnaie et qu'en même temps, je peux toujours en disposer parce que je l'ai toujours chez moi et je peux l'envoyer à d'autres, la monnaie n'a plus de valeur, on a une inflation infinie. Le Bitcoin a réussi cette prouesse de permettre d'envoyer effectivement un actif numérique d'une personne à une autre et avoir un effet de transfert. Et ça, c'est fait grâce à la blockchain, qui est une sorte de base de données qui permet ce genre de choses. D'accord. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut développer comme moyen? On tue la banque, on tue les notaires, on tue plein de gens, puisqu'on passe de l'un à l'autre avec une sécurité quasi absolue. Il faut quoi? Plus de 51% des ordinateurs pollués pour que la machine se grippe, c'est ça? De ce que j'ai compris? C'est ça, c'est effectivement... Donc c'est quasiment inattaquable. C'est en tout cas très sécurisé, puisque aujourd'hui, ça représente plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et jusqu'à présent, le protocole du Bitcoin n'a jamais été mis en danger. On a pu voler des fonds à des gens qui avaient mal sécurisé leurs fonds, mais le protocole lui-même est très sécurisé. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que derrière l'utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies, des monnaies numériques, pour réinventer les industries de la finance, on a la blockchain qui est, on pourrait la qualifier de machine à faire du consensus. On a parlé beaucoup hier de verticalité. Le Bitcoin, ou plutôt la blockchain, c'est une machine à faire de l'horizontalité, à s'entendre sur la valeur des transactions, à s'entendre voire sur des décisions, à se mettre d'accord sur la véracité d'une information de manière horizontale. Il y a certains qui ont appelé ça la monnaie acéphale. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de banque centrale du Bitcoin, il n'y a pas de tiers de confiance, d'autorité qui définissent la politique monétaire du Bitcoin. Elle est inscrite dans le code, c'est du logiciel, c'est de l'open source, tout le monde peut le voir. Et le consensus permet de s'assurer que les transactions sont effectivement légitimes. Donc du coup, à partir de là, on peut se dire, pourquoi ne pas utiliser ce système de consensus pour transformer la manière dont on s'organise dans toutes nos activités, en particulier dans les organisations productives. Alors, est-ce que c'est un peu comme les monnaies locales, à la limite? Est-ce que ça rejoint un peu, ou le troc, tu me passes?
En fait, la fonction de la monnaie, c'est justement de faciliter, en tant que support d'échange, le troc. C'est d'être un médium qui permet d'éviter d'avoir à chaque moment les objets liquides, c'est-à-dire que la personne avec qui je veux transiger est intéressée. Donc, on a vraiment un médium. Mais encore une fois, au-delà de la monnaie, l'intérêt, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse l'utiliser pour se mettre d'accord et pour s'organiser sur des choses qui n'ont pas forcément à voir avec des échanges de biens. Ça vaut combien, un bitcoin? Aujourd'hui, c'est entre 3 et 4 000 $. Alors, il y a l'Ethereum aussi. Il y a d'autres monnaies cryptées qui sont en train de se Absolument. développer. Il y a une bataille entre elles. Il y a une On va profusion. reproduire ce qui s'était passé dans l'ancien temps avec le nouveau, non? Elles ont des fonctions différentes, en fait. Il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de crypto-monnaies. C'est relativement peu important. Plusieurs milliers de Plusieurs crypto-monnaies. milliers. Aujourd'hui, si vous voulez créer votre crypto-monnaie, vous téléchargez le code open source et vous démarrez des nœuds, comme on dit. C'est-à-dire vous allumez des serveurs et vous faites tourner le logiciel dessus. Ça ne veut pas dire que les gens vont l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait une communauté qui utilise et qui fasse la valeur et la richesse d'une crypto-monnaie. Donc le Bitcoin est la monnaie la plus ancienne et la monnaie qui est aujourd'hui la plus répandue. Effectivement, Ethereum est la seconde et elle est arrivée avec une proposition de valeur complètement différente ou très différente. Il y a toujours une notion de crypto-monnaie, mais une notion qu'on appelle de smart contract. Je ne voulais pas être technique, mais c'est plus fort que moi. Oui, oui. Le smart contract, c'est l'idée qu'au lieu de se mettre simplement d'accord de faire consensus sur un transfert de valeur, on va être d'accord sur l'application d'une règle. Le smart contract, c'est tout simplement une forme de petit programme qui n'est pas spécialement smart, mais qui va être exécuté sur des milliers d'ordinateurs de manière simultanée et de manière similaire, identique. Et donc, on peut être d'accord que quelque chose qui s'exécute sur la blockchain Ethereum, c'est exécuté de cette manière-là, à tel moment. Exemple, un vote, ou le calcul de résultat d'un vote, il peut être opéré sur une blockchain de telle manière à ce qu'on puisse s'assurer de la sincérité du scrutin et on puisse le faire d'une manière qui soit absolument certaine par rapport à toutes les tentatives de manipulation et de corruption. Ah, on va pouvoir voter comme ça, moi c'est bien, parce que je me suis retrouvé avec deux cartes d'électeurs, entre ma maison de campagne et Paris, et donc j'ai raconté ça aux autorités qui m'ont supprimé les deux. Donc je n'ai pas voté au présidentiel, voilà. Hein? Donc grâce à la blockchain, je redeviendrai un citoyen modèle. Peut-être ou peut-être pas. En fait, il y a un autre problème, c'est que si vous votez sur la blockchain sans précaution particulière, la blockchain a ceci de particulier qu'elle est transparente, incorruptible. Donc ce que vous y mettez, il reste pour l'éternité et est visible de tous. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire pour un scrutin public. Et de manière plus générale, ça pose le problème effectivement des données personnelles. Ça touche un modèle, un monde qui est un peu plus proche que celui de la santé que les industries financières. Mais l'idée est que si je mets des données personnelles sur la blockchain, elles vont être accessibles à tous et il n'y aura pas de droit à l'oubli. Elles seront là pour toujours. Ouais, un grand fichier. Donc comment je m'en sers de manière à ce que ma privacy, la confidentialité de ma vie personnelle est préservée. La blockchain par rapport à ça est un enjeu, c'est un challenge, c'est un défi, mais c'est en même temps une vraie possibilité de mise en conformité des systèmes de données personnelles, y compris de données médicales, de conformité vis-à-vis du GDPR, du RGPD, du nouveau règlement de données personnelles. D'accord. Alors, si on pousse un peu plus loin, qu'est-ce qui va se passer comme changement dans le monde du travail? On parle des organisations autonomes décentralisées, les fameuses DAO. C'est quoi ce truc-là? Peut-être que en une minute, on peut peut-être faire un retour sur l'étape d'avant, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années avec le changement de la firme à la plateforme. Comme ça que je l'appelle pour simplifier. L'idée, c'est qu'on avait un modèle depuis 200 ans qui était celui d'une organisation hiérarchique de la fonction productive. Donc on est dans une entreprise et on peut coordonner le travail de centaines, de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes avec une technologie sociale qui s'appelle une hiérarchie. Donc, une technologie sociale, c'est joli ça comme mot. La hiérarchie, c'est de la technologie sociale. La blockchain est une forme de technologie sociale oui, et c'est comme ça qu'elle peut oui. s'envisager de manière intéressante pour changer les organisations. Oui, parce que hier j'entendais Dominique Pont parler de la coopérative qui passe de 12 à 150. C'est formidable. Le problème, c'est comment on fait une organisation horizontale qui passe à l'échelle de milliers de personnes.
Et c'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Il y a des limites, il y a le fameux nombre de Dunbar. Une fois qu'on connaît plus de 150 personnes, on oublie les gens et on n'a plus de relation directe avec eux. Et donc on a des stratagèmes, des formes de technologie sociale, comme le commandement, la hiérarchie, l'allocation des tâches, l'industrialisation, qui permettent de répondre à ce souci-là. Et donc, cette façon de s'organiser a prouvé sa prévalence, sa supériorité par rapport à l'organisation purement du marché. Parce qu'avant, on avait des petites unités économiques qui travaillaient les unes avec les autres avec des méthodes de marché. Et quand vous vouliez travailler pour quelqu'un, vous travailliez souvent à la journée ou à la tâche. L'organisation industrielle a changé tout ça. Et on a eu ces vastes entreprises qui permettent de travailler avec des milliers de salariés organisés avec la hiérarchie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10-20 ans avec la disruption d'Internet? On a vu les firmes s'adjoindre des communautés ou des réseaux d'individus qui étaient non pas des salariés, mais des agents. Ça peut être des gens qui utilisent Facebook, nous on utilise tous Facebook, on utilise les réseaux sociaux. Ça peut être des conducteurs ou des clients de Uber, ça peut être des gens qui utilisent Airbnb, etc., etc. À chaque fois, on a un modèle où il y a des agents plus ou moins indépendants qui sont coordonnés par du logiciel et non plus par une hiérarchie pour assumer une fonction productive. Dans le cas d'Uber, c'est de conduire des voitures. Dans le cas de Facebook, vous êtes le produit, puisque vous n'êtes pas le client, donc c'est vous travaillez pour Facebook. Et donc, pour revenir à la fin et à la question que tu posais, la question c'est qu'est-ce qui se passe après? Comment ça se fait qu'il y a encore dans ces organisations nouvelles qui ont délivré une valeur économique certaine, mais qui posent un certain nombre de problèmes de gouvernance et de concentration du pouvoir et de concentration des richesses, comment ces organisations sont parvenues à maintenir une forme de contrôle, alors que finalement elles se décentralisaient et elles déléguaient à d'autres la fonction de la production. Et en fait, elles l'ont fait grâce au contrôle qu'elles conservent sur trois choses. Les flux financiers. Quand on paye Uber, on ne paye pas directement le chauffeur. L'identité et la réputation, et la capacité à décider à grande échelle. Et ce sont ces trois choses qui sont modifiables, qui sont aujourd'hui décentralisables via la blockchain. Les flux financiers, on en a parlé, c'est le Bitcoin. Plus de banques pour gérer les flux financiers. L'identité, c'est le fait que dans le cadre du Bitcoin, vous avez le propre contrôle sur votre argent, entre guillemets. Vous avez votre clé privée, il ne faut pas la perdre. Sinon, vous êtes très mal. Mais vous avez votre clé privée et vous êtes le seul responsable de la détention, de la possession de vos assets. La réputation, ça va avec, c'est un attribut de l'identité. D'accord. Et enfin, la décision. Les systèmes de décision aujourd'hui, alors hier, je crois que c'est toi qui parlais de la Suisse, et c'était un plus petit pays, donc on pouvait avoir des modes de fonctionnement qui étaient différents. Et justement, c'est ça, aujourd'hui, un des éléments les plus actifs dans le monde des blockchains, c'est comment on met en place des systèmes de gouvernance qui fassent que ces monnaies, ces systèmes d'assets, d'actifs digitaux, on puisse les manipuler d'une façon qui corresponde à un alignement de toutes les parties prenantes. Et pour ça, on a besoin de systèmes de vote, on a besoin de systèmes de démocratie liquide, on a besoin de pouvoir donner ponctuellement, pour une décision, son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ça, aujourd'hui, on le construit autour des blockchains. Et ça passe par là. D'accord. Donc l'avenir, il est florissant. Ça va détruire tous ces gros systèmes lourds, pâteaux, dinosauriens, ou ça va cohabiter? Je pense en que 1 minute 23. En 1 minute 23, ça va certainement... on parle ici dans le monde de la santé. J'ai été vraiment très intéressé hier d'entendre à la fois tout ce qui se faisait en termes d'écosystème et de voir cette richesse de types d'intervenants. Depuis les directions d'hôpitaux, les médecins, les administratifs, les politiques, etc., on a vraiment la sensation, en débarquant pour un ignare de ce monde-là, qu'on a un écosystème. Je pense que les blockchains ont beaucoup à faire dans les écosystèmes. Et donc l'idée, c'est de les utiliser comme des instruments de régulation. J'oubliais les associations de patients.
On a parlé du cas de Google qui sert aux gens pour noter ou faire des reviews complètement sauvages des médecins par rapport à des systèmes qui sont plus scientifiquement éprouvés. On peut aujourd'hui, ou demain, avec des blockchains, mettre en place des systèmes de modération, de corrélation, de partage des informations et de codécision qui soient à l'interface de toutes ces parties prenantes. Parfait. Ben, un grand merci, Philippe Honigman. Merci beaucoup.